Bon, le braquage du siècle, va falloir qu'on en parle un petit peu quand même. Ce braquage du Louvre, parce que je vais être honnête, peut-être que vous avez réagi comme moi au braquage du Louvre. Au tout départ, j'avais ce réflexe peut-être un peu gauchiste, de me dire qu'on en avait un peu rien à fiche, quoi. De se dire bon, oui, d'accord, il y a un braquage au Louvre, c'est terrible sur le patrimoine, c'est pas une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu des caisses, quoi. Et puis bon, en fait, en se penchant sur le sujet, je me dis qu'il y a des trucs à en tirer, ne serait-ce que parce que déjà la droite et l'extrême droite ont surinvesti le sujet et donc il serait dommage de le déserter complètement. Et puis surtout parce on a des choses, nous, gens de gauche, à dire sur ce braquage. Et donc on va un petit peu discuter de tout ça entre nous parce que je pense que c'est important pour précisément, c'est un peu l'obsession de cette émission, c'est la guerre des récits finalement qui se mène entre la droite, l'extrême droite, la gauche, les libéraux dans les médias. Et en fait, quand tu désertes un terrain, c'est que tu laisses le récit s'imposer de la part des adversaires, en l'occurrence de la droite et de l'extrême droite. Donc bref, il faut parler du Louvre et il ne faut pas avoir ce réflexe un peu facile de dire non mais en fait ça ne concerne pas, on s'en fout complètement des bijoux du Louvre. Donc mon premier, on va commencer déjà par un petit sujet du Parisien qui montre aussi l'ampleur quand même de l'événement, parce que quand je vous dis c'est important, à partir du moment où c'est une résonance internationale, c'est compliqué de l'ignorer complètement. C'est-à-dire qu'à un moment il faut juste se poser la question de pourquoi aussi ça provoque à ce point des affects. Donc petit sujet du Parisien sur déjà qu'est-ce qui s'est passé et sur les réactions internationales. du siècle. คุณผู้ชมไปที่ฝรั่งเศส位于法国首都巴黎的卢浮宫博物馆19号发生抢劫事件。 An audacious daylight robbery. Avec 2 T-Max, une nacelle, une disqueuse, des gilets de sécurité et 7 minutes, comment 4 hommes ont-ils pu voler un trésor littéralement inestimable dans le plus grand musée du monde, le Louvre, tout ça en plein jour, sous les yeux des visiteurs et des gardiens. It was an extremely well-planned theft. It's appalling. It's a slap in the face of museums everywhere. Cette simple fenêtre est devenue extrêmement célèbre et va rester dans l'histoire de l'art. Dimanche 19 octobre, vers 9h30 du matin, sous cette fenêtre, un petit camion nacelle vient se garer en contrebas. C'est en pleine rue et à la vue de n'importe qui. Un homme conduit le camion, un deuxième est passager et il porte des gilets de sécurité, un jaune et un orange. 2 autres sont arrivés un peu avant eux, au guidon de T-Max Yamaha, des puissants scooters. Pour se faire passer pour des ouvriers, ils installent aussi des cônes de signalisation. L'utilisation de ce camion nacelle était quelque chose qui a fait partie de leur organisation. Voilà, on va pas faire tout le sujet du Parisien, mais vous avez compris. Moi, je pense qu'il y a 2 choses déjà à en tirer de ce sujet-là tout de suite. Bon, déjà, il y a le côté rocambolesque, quoi. On se doute bien qu'un fait divers, il fonctionne. C'est un gros fait divers, là, quand même. Parce que le préjudice a été estimé, sauf erreur de ma part, à plus de 60 millions d'euros par le Louvre, hein, entre les dégâts pour rentrer et évidemment le vol en lui-même. Et surtout, il y a ce truc-là de le vol en plein jour, avec une nacelle, devant tous les touristes. Bon, ça fait. Tu l'aurais écrit dans un film, ça aurait été pas crédible, quoi. On dirait presque ce serait un plan marketing de Netflix pour vendre la nouvelle saison de Lupin avec Omar Sy, que ce serait presque plus crédible, tu vois. C'est pas le cas a priori, non, évidemment c'est pas le cas, mais voilà. Donc 88, quelqu'un me dit sur le chat, oui, on est à plus de 80 millions enfin bref, de toute façon c'est des sommes incroyables puisqu'évidemment c'est du patrimoine. Donc déjà il y a cette première chose, c'est que ça impressionne parce que c'est le contexte du braquage. C'est pas un braquage de nuit, machin, c'est vraiment le truc in your face, quoi, en pleine journée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est important, c'est quand même de mesurer les affects internationaux qui gravitent autour du Louvre. C'est-à-dire que de la même façon un peu que Notre-Dame de Paris a peut-être été sous-estimé, l'impact de l'incendie de Notre-Dame a été sous-estimé par la gauche, je pense, par une partie de la gauche en tout cas, au moment de l'incendie de Notre-Dame, parce que c'est du matériel finalement, et c'est pas, personne n'est mort, etc. Mais en fait, ces monuments-là, ils charrient aussi un imaginaire et des affects qui sont pas forcément des affects négatifs. C'est pas que des affects patriotiques ou nationalistes, etc. C'est quelque chose de c'est un peu notre patrimoine à tous, quoi. Alors si demain quelqu'un dégomme la Joconde, on se sentira un peu tous touchés parce que, ou s'il arrive un truc à la Tour Eiffel, on est quand même sur des trucs qui provoquent de l'attachement national, et c'est pas forcément un vieux réflexe chauvin un peu dégueulasse. Bref. Du coup, quelqu'un dit Asperger qui dit dans le chat, si 88 millions c'est inestimable, comment on estime la fortune de Bernard Arnault? Oui, c'est beaucoup plus. Bernard Arnault pourrait racheter assez facilement tous ces bijoux, on est bien d'accord. Il pourrait les acheter
plusieurs milliers de fois. Pour ce qui est, alors quelqu'un me dit national ou parisien. Pour ce qui est du Louvre, c'est un musée national. Déjà, et on va y venir après parce que c'est important dans la discussion politique qui se mène. Alors, je vois qu'on m'accuse d'être parisien dans le chat. Premièrement, Notre-Dame, c'est visité par absolument des gens de partout. C'est un lieu important pour les chrétiens, mais pas uniquement les chrétiens du monde entier. Donc, si tu vas à Notre-Dame, tu verras qu'il n'y a pas que les Parisiens qui vont. D'ailleurs, il y a probablement surtout les Parisiens qui n'y vont pas, et c'est surtout des touristes. Et pareil pour le Louvre, c'est un musée. Si vous allez au Louvre, vous verrez qu'il finalement, il n'y a pas tant des Parisiens dedans que des touristes de tous les pays. Donc, bref, voilà. Mais si vous savez, encore une fois, vous avez tout à fait le droit de ne pas être concerné, de ne pas vous sentir concerné. Je ne veux pas vous faire la leçon, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les récits médiatiques qui s'imposent après ça. Donc, là, vous avez compris, c'est un braquage tout le monde a parlé de ça, on a eu les détails de chaque truc, etc. Et ce côté fait divers qu'on a envie de décortiquer, que des médias ont envie de décortiquer parce que ça fait une jolie histoire à raconter aussi, une histoire un peu folle à raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même plutôt la réaction politique. C'est ça qui va m'intéresser. Et première chose, ce tweet, par exemple, de Jordan Bardella, je ne sais pas si vous le voyez, donc je le lis. Jordan Bardella nous dit, donc après le braquage, le Louvre est un symbole mondial de notre culture. Ce braquage qui a permis aux voleurs de dérober des joyaux de la couronne de France est une insupportable humiliation pour notre pays. Jusqu'où ira le délitement de l'État. Voilà, ça c'est la réaction de Jordan Bardella. Et quitte à aller dans le faire vraiment un maxi best-of, je vous donne aussi Marion Maréchal. Depuis 24 heures, la France est la risée du monde à cause du vol ridicule des joyaux de la couronne du Louvre. Cette humiliation ne peut rester sans réaction. Dati doit exiger la démission immédiate de la directrice du musée, Laurence Descartes, et de la responsable de la sécurité, Dominique Buffin, qu'elle a nommée, se féliciter le monde, par politique de féminisation, visiblement au prix de renoncer aux compétences et de mettre en péril le patrimoine culturel de notre nation. Ok, donc là, 2 tweets de 2 figures de l'extrême droite française. Le premier qui nous fait, et la deuxième aussi d'ailleurs, elle est sur le même créneau, le récit du déclin. Voilà. Et ça, je pense qu'on devrait y revenir parce que c'est très important. Et Marion Maréchal rajoute en plus que c'est la faute au féminisme, puisque on a nommé une femme à la tête de la sécurité du Louvre, et ça, vraiment, on voit le résultat, quoi. Bien sûr, une femme, quoi. Voilà, c'est le propos de Marion Maréchal. Évidemment, c'est pas le mien. Évidemment, on va y revenir parce que tout le monde cherche des coupables et il y a une part d'instrumentalisation politique, y compris à gauche, sur cette question-là, mais on va essayer de détailler tout ça. Je vais d'abord revenir sur la question du déclin, parce que ça me paraît très important, ce que dit Bardella. Bardella, le fonds de commerce de l'extrême droite, c'est vrai pour Bardella, mais c'est aussi vrai pour Éric Zemmour, c'est que le déclin est vraiment le fonds de commerce. Le c'était mieux avant, c'est vraiment le fonds de commerce de l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, l'extrême droite est un mouvement politique idéaliste. Pas au sens de idéaliste au sens positif du terme, mais au sens de qui se réfère uniquement à des idées. Parce que le c'était mieux avant, c'est une pure idée, c'est une pure abstraction. Je veux dire, il suffit de regarder l'histoire, etc. Il y a des choses qui étaient mieux avant, peut-être. Mais je veux dire, de dire la France c'était mieux avant, c'est une absurdité. Je veux dire, il faudrait prendre le détail. C'était mieux pour qui, pourquoi. Je veux dire, le niveau de vie a augmenté, le droit des femmes, c'est pas, même s'il n'est pas parfait et qu'évidemment le combat était encore à mener, c'était quand même pire dans les années 50. Enfin bref, si on détaille plein de trucs comme ça, on voit très bien que ça ne se réfère à rien, si ce n'est à une espèce de... Voilà, vouloir provoquer une espèce de dégoût, de colère chez les gens, surfer sur des colères faciles, sur des affects faciles. Là, on revient aux affects nationaux. C'est pour ça que la question des affects autour de la question du Louvre m'intéresse. C'est que, en gros, n'importe quelle chose qui témoigne d'un échec de la France, finalement, est vu comme un symbole d'un déclin terrible et de l'espèce d'effondrement de la civilisation. Et dans le discours de l'extrême droite, vous avez très très vite les causes du déclin, c'est très très vite aussi l'immigration, l'effondrement des valeurs fondamentales et conservatrices de la France, que sont la famille, que sont les fameuses valeurs chrétiennes, les racines chrétiennes de la France, et je mets des guillemets. Voilà. Vous avez tout ça qui est derrière, qui est au travail, en fait, derrière ce simple tweet de Jordan Bardella ou de Marion Maréchal sur le Louvre. Et donc, évidemment, le Louvre, comme c'est le symbole de la nation à leurs yeux et aux yeux de beaucoup, et pas que de l'extrême droite, c'est un symbole facile. Typiquement, ils avaient fait la même chose quand Notre-Dame brûlait. Notre-Dame brûlait, c'était le symbole, tu vois, vraiment le symbole physique de regarder
histoire, notre nation, notre patrimoine, littéralement est en train de partir en fumée. Et je pense qu'ils auraient rêvé que ce soit, pour Notre-Dame à l'époque, un attentat islamique ou un truc comme ça aurait été parfait pour eux, tu vois. Et bon, c'est un accident. Mais voilà. Donc, je pense que c'est très important de se mettre ça en place. C'est le déclinisme, c'est le fonds de commerce de l'extrême droite. Des gens qui se disent adorateurs de la patrie se passent leur temps à lui chier dessus, il faut quand même le dire, à lui vomir dessus, à trouver que rien ne va, etc. etc. Donc voilà, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et donc, qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, avant d'aller sur la réponse de la gauche, qui comporte aussi une part d'instrumentalisation, on va pas se mentir, mais qui me paraît être un peu plus matérialiste, on va dire, s'inscrire dans le réel. Je résiste pas à l'envie de vous mettre un petit extrait de ce que ça peut donner là pour le coup la version ridicule de l'émotion face au Louvre. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre-Jean Chalencon. Ça vous dit quelque chose ou pas dans le chat? Pierre-Jean Chalencon, c'est une espèce d'agitateur médiatique, un bourgeois un peu comment dire, haut en couleur, on va dire, mais un peu pote avec l'extrême droite aussi. Il s'était fait gauler pendant le Covid parce qu'il avait dit publiquement qu'il organisait des repas clandestins alors qu'il y avait confinement. Et donc on avait à l'époque il avait mis dans la sauce un certain nombre de personnes parce qu'il avait dit oui, il y a des gens qui viennent bouffer chez moi, c'est des gros gueuletons, hein, alors que les gens étaient confinés. Et par ailleurs, effectivement, c'est un mec qui est assez proche de l'extrême droite, qui était pote avec Jean-Marie Le Pen, etc. Bref. Et donc je vous mets la réaction Twitter de Pierre-Jean Chalencon, pardon, parce que c'est quand même truculent, donc je vous le mets. L'homme est dévasté. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi, bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres. Voilà, bah c'est sûr, dit comme ça donne envie de... Je suis sûr que les braqueurs vont réfléchir et vont les rendre, c'est sûr. Vous noterez qu'à sa chaîne, il a un énorme portrait de Napoléon en médaille, puisqu'effectivement, c'est un collectionneur, c'est un des gros collectionneurs du patrimoine napoléonien en France. Voilà, un mec qui est blindé, hein. Il a acheté un espèce de palais à Paris qui s'appelle Palais Vivienne. Un hôtel particulier en réalité, mais un truc qui coûte de l'argent et qui est effectivement là où il entrepose toute sa collection d'œuvres napoléoniennes qu'il a amassées au cours de sa vie. Si jamais ça vous intéresse tout ça, enfin si ça vous intéresse Chalencon, je fais un petit décrochage. Je vous ai mis quand même, et on vous mettra dans le chat, on avait fait un papier avec mon collègue Emilio Mellet en 2021, donc au moment de la polémique Covid là, en question, avril 2021. On avait appelé ça Pierre-Jean Chalencon, l'idiot utile de la lutte des classes, parce qu'il permettait de mettre en lumière l'inconséquence des bourgeois et de l'élite parisienne qui se foutait complètement des règles Covid. Hein. Et donc voilà, si vous voulez, vous avez l'histoire des repas Covid, et puis vous avez le portrait de ce gars dans ce papier que je vous conseille, voilà, où on apprenait notamment qu'il avait France 2 il bossait pour France 2 et France 2 l'avait éjecté après qu'il ait fait une photo avec Dieudonné à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, un mec super selon lui, et avec qui il aimait bien parler histoire et chanson. Voilà, aussi proche d'un historien russe d'extrême droite, Oleg Sokolov, qui était pareil un historien de Napoléon justement, et qui a lui été condamné pour féminicide en Russie parce qu'il avait démembré sa compagne. Et c'était donc là un des potes de Chalencon. Chalencon y est pour rien, mais ça vous dit un peu les fréquentations du gars. Bref, c'était pas mon sujet aujourd'hui, mais je voulais juste vous faire un petit décalage sur Chalencon parce que c'était quand même un personnage assez intéressant. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on raconte?
qu'est-ce qu'on raconte, nous, à gauche, sur le Louvre? Alors, il y a l'option, je vois que dans le chat, il y a des gens qui n'en débordent pas et qui pensent toujours qu'on n'en a rien à foutre et que bon, pourquoi ça nous concernerait, le Louvre, finalement? Alors, bon, je l'ai dit pourquoi ça pouvait être intéressant d'en parler, mais surtout, le Louvre, c'est quoi? Alors, ok, c'est les bijoux de la couronne, mais ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être, je veux dire, ça aurait pu être, je sais pas, un tableau, ça aurait pu être la liberté guidant le peuple, par exemple. Bon. Là, peut-être que ça voudrait plus intéresser, c'est plus un truc de gauche, peut-être. Non, plus sérieusement, c'est quoi? C'est la culture, en fait, qui est touchée. Foncièrement, c'est la question qui se pose, c'est la question de la politique culturelle et la politique patrimoniale, la politique muséale. La question, c'est est-ce que on a les moyens de sécuriser la culture en France? Bon, bah là, la réponse est non, parce que si c'est le Louvre qui est touché, vous savez bien que la culture, c'est pas que le Louvre, et on sait le nombre de petits festivals qui sont touchés par les coupes budgétaires, on sait à quel point, dans le budget de l'an dernier et de cette année, c'est toujours la variable d'ajustement, la culture, c'est la fameuse activité non essentielle. Déjà pendant le Covid, c'était le cas, mais on voit très bien, on a vu aussi dans la région Pays de la Loire, comment Christelle Morancet, la présidente de région, avait drastiquement sabré le budget de la culture et mettant en danger tout un écosystème culturel, des emplois, des festivals, etc. etc. Donc voilà, vous savez que les dispositifs culturels et les politiques publiques de la culture sont piétinés en France, notamment au nom de l'austérité. Donc, est-ce que là, le Louvre, est-ce qu'on reste en surface en se disant, oui, bon, ils ont volé des bijoux, d'accord? Ou est-ce qu'on commence un peu à s'intéresser au sujet? Et dans le fond, et quand on creuse le sujet, en fait, on se rend compte que y a clairement des choses à en tirer pour la gauche. La première étant que, et là, je vous renvoie à un autre sujet de l'UMA qu'a fait notre collègue Marie-Josée Sirache, que je vous envoie là. En fait, ce vol, il illustre non pas un déclin, mais les conséquences d'une politique publique. Et donc, c'est de ça qu'il faut parler. Et tous ces gens qui crient au déclin, ce sont les mêmes qui ont voté ces budgets. C'est ça qui est énorme, c'est que ce sont les mêmes, la droite et l'extrême droite, qui sont en train d'expliquer « Oh là là, c'est une catastrophe, enfin, oh là là, la France est humiliée, machin. » Mais vous avez voté les budgets qui ont ces conséquences-là, en fait, les gars. C'est vous qui affaiblissez la France. Si vraiment ça vous concerne et ça vous inquiète et vous avez chevillé au cœur la défense du Louvre, eh bien, et dans ce cas, arrêtez de voter des budgets qui rendent le travail des agents de la culture beaucoup plus difficile. En fait, c'est ça le cœur du sujet. Donc, pour ce que nous rappelle notamment l'article de Marie-Josée, c'est que, par exemple, en 2024, c'est ici, Dati. Donc, rappelle que le musée du Louvre est un musée national. Donc, le budget du Louvre, la question de la gestion du musée du Louvre, c'est une question nationale, d'accord? C'est à Paris, certes, mais c'est pas la ville de Paris qui est la gestionnaire du musée du Louvre, d'accord? C'est l'État. Donc, Dati, en 2024, elle avait décidé des coupes budgétaires dans les institutions culturelles, notamment parisiennes. Là, on va parler de Paris, mais qui sont nationales, donc, à savoir l'Opéra de Paris, moins de 6 millions de budget. La Comédie Française, donc le grand lieu du théâtre français, 5 millions en moins, et moins 3 millions pour le Louvre. La direction avait quelque peu anticipé ces coupes en augmentant le prix du billet d'entrée du musée, qui était passé de 17 à 22 euros, soit une hausse de 30%. Donc en gros, là, vous avez la première conséquence, c'est une conséquence plus d'accessibilité de la culture, mais les coupes ont été compensées par des augmentations du prix du billet pour ne pas être complètement à poil en termes de budget. Et donc, conséquence, le musée du Louvre est plus cher. Voilà. Le musée du Louvre est plus cher, etc., etc. Bref. On apprend aussi qu'en janvier 2025, Laurence Descartes, la directrice du Louvre, avait tiré la sonnette d'alarme et parlé d'un niveau d'obsolescence inquiétant de bâtiments dégradés et estimé le Louvre structurellement dépassé. Évidemment, ça touche à la question, de la sécurité du Louvre. Évidemment, si le bâtiment devient vétuste, que les systèmes de sécurité ne sont pas bons. Évidemment, il y a aussi la question du personnel. Ça, je renvoie au fait qu'ils ont fait grève cet été, les personnels du Louvre, que notamment la CGT avait largement alerté sur le fait que depuis 15 ans de mémoire, il y a 200 postes qui ont disparu dans le personnel du Louvre. Donc tout ça, ça a des conséquences aussi quand vous avez moins de gens pour protéger ou pour surveiller les galeries, etc. Évidemment, ça a des conséquences. Et on les voit aujourd'hui très concrètement. Donc voilà, tout ça pour dire que même la Cour des comptes avait dit que c'était là, je vous remets le papier. La Cour des comptes avait dit qu'il y avait des retards considérables et persistants dans la mise aux normes des installations techniques du musée du Louvre et aucune des alertes n'a été prise en compte. Donc là, il y a bien un fiasco, mais ce fiasco, c'est pas
une question sécuritaire ou oh là là, le laxisme de la justice, tout part à volo. Qui sera le discours? Est-ce qu'il y a déjà le discours de droite et l'extrême droite? Le problème, c'est qu'on vote des budgets qui empêchent les gens de travailler. Voilà. Et d'ailleurs, je vous renvoie, là, je vous parlais de Laurence Descartes, la directrice du musée du Louvre, qui avait alerté. C'est la même que dont maintenant Marion Maréchal Le Pen, par exemple, dit qu'il faut sa tête. Il faut qu'elle démissionne parce qu'elle en est responsable. Alors, elle est directrice du musée, donc forcément que ça lui retombe un peu sur la gueule, mais elle-même avait alerté sur le fait que les conditions de son travail n'étaient pas réunies. Et par ailleurs, je vous refais pas la leçon sur le fait qu'elle demande la démission de la chef de la sécurité sous prétexte que c'est une femme. Mais ça, c'est un autre problème. Mais bon. Donc voilà, et donc effectivement, évidemment, ça s'invite dans la campagne parisienne. Yann Brossa, qui est porte-parole du Parti communiste et qui est aussi sénateur de Paris et aussi candidat communiste à la mairie de Paris, a demandé la démission de Rachida Dati, puisque pour lui, c'est elle qui est responsable, puisque c'est elle qui a fait voter ces budgets, dont les fameux 3 millions de baisses dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que il y a les ouin-ouin, et je vous ai pas mis Stéphane Bern aussi. Stéphane Bern qui nous explique que ça nous renvoie aux heures les plus sombres de la Révolution française, quand on pillait les tombes des rois et qu'on pillait les bijoux de la monarchie sans aucun respect pour le patrimoine royaliste. Bon, ça je vous le mets pas de côté. Mais en fait, peu importe la nature de ce qui a été volé, on va pas commencer à dire bon bah c'est des bijoux, c'est le patrimoine de l'ancien régime, donc on s'en fout, on va pas faire ça, c'est absurde. La question, c'est la question de la culture. Si le musée du Louvre est ciblé, n'importe quel musée peut être ciblé. Demain, ce sera d'autres musées. Et d'ailleurs, il y a aussi une affaire de vol d'or au musée au Muséum d'histoire naturelle, aussi de Paris pour le coup. Mais il y a plein de musées en province qui sont dans des difficultés structurelles identiques. Et Paris, c'est peut-être l'endroit qui bénéficie pour des raisons historiques et de centralisation et qui sont toujours regrettables. C'est sans doute Paris qui bénéficie le plus du coup du projecteur sur les difficultés structurelles de la culture, mais c'est valable partout. Je rappelle qu'il y a eu une mission, on avait confié à Stéphane Bern justement, enfin Macron avait confié à Stéphane Bern une mission dite mission Stéphane Bern pour cartographier toute la liste du patrimoine en danger qui méritait d'être refinancé, et ils avaient trouvé le meilleur truc qu'ils avaient trouvé pour sauver ça, c'était une loterie du patrimoine, un loto quoi. Un loto pour financer le patrimoine. Bref, vous voyez bien que là, il y a une difficulté et que là, la gauche a un truc à dire. Si la gauche défend pas la culture et la sauvegarde de la culture et les budgets de la culture, eh ben, qui va le faire? Personne, en fait. Donc, il me semble que la posture de certains qui consiste à dire qu'on s'en fout, que la gauche n'a rien à dire là-dessus, est un petit peu légère, en fait. Parce que précisément, on a des choses à dire. Et la gauche s'est toujours tenue du côté de la culture, des musées, de l'accessibilité des musées, etc., etc. Et la question de remettre un budget conséquent au Louvre, c'est évidemment pour lui permettre de se remettre aux normes de sécurité pour pas que ça arrive une seconde fois. Parce qu'en plus, là, à mon avis, s'il y a d'autres braqueurs dans le pays, ils voient ça, ils se disent putain, mais si eux ils ont réussi ça, mais il y a des coups à se faire en fait. Genre, il y a quand même une crainte que ça fasse un peu effet domino, effet d'inspiration quand même, quand un braquage pareil aussi fou parvient à être mené à bien. Donc voilà, bref. Et puis il y a cet objectif est aussi évidemment de rendre le Louvre et tous les musées et tous les espaces culturels le plus accessible possible au plus grand nombre et démocratiser ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le Louvre. On me dit, Camille 44 qui dit le personnel du ministère de la Culture est majoritairement de gauche. Moi, je travaille à Orsay, notamment dans les musées. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, on a bien vu la réaction du personnel, enfin, la réaction et la grève du personnel du Louvre cet été montrait bien que le personnel du Louvre n'était pas à l'aise avec les conditions dans lesquelles il travaillait et qu'il n'y avait pas assez de monde et que les infrastructures n'étaient pas au niveau. Et donc, voilà, ça a des conséquences très concrètes. Voilà une illustration, et on pourrait en prouver d'autres sur plein de domaines, mais voilà une illustration très concrète de ce que ça fait quand un budget est tapé. C'est que c'est pas juste des chiffres. Parfois le budget, je vais pas faire un point sur le budget aujourd'hui, sur ce qui se passe à l'Assemblée, etc. Mais on va le garder pour des prochains jours. Mais globalement, le discours ambiant, enfin les budgets, c'est quelque chose d'assez abstrait souvent pour le commun des gens. C'est quand même, c'est à la fois le projet de loi le plus important de l'année. Et en même temps, ça paraît très technique parce qu'on a l'impression que c'est pas concret, justement. C'est juste des affaires de remplir un tableau, des gros sous, etc. Je dis ça, sans doute, dans le chat, vous avez suivi la question du budget, vous savez très bien que c'est pas vrai, mais je pense que si vous discutez avec des gens de votre famille qui sont pas très politisés, etc., qui suivent ça un peu de loin, qui regardent pas énormément l'actualité, le budget, bon, c'est
C'est des gros sous, c'est des chiffres. On parle de, je sais pas, 40 milliards, 10 milliards par-ci, 5 milliards par-là. C'est des sommes tellement énormes, des ordres de grandeur tellement énormes que c'est un peu abstrait par ailleurs. Là, on a l'exemple très concret de ça fait quoi quand vous délaissez un budget. Ça a des conséquences matérielles, mais très matérielles, d'un point de vue strictement matérialiste et marxiste, j'ai envie de dire. Ça fait que à la fin, il y a un braquage. Et évidemment, on pourrait décliner ça avec toutes les composantes du budget. Le budget de la santé qui baisse, c'est concrètement des lits d'hôpitaux qui ferment. Des lits d'hôpitaux qui ferment, c'est concrètement des gens qui se retrouvent sur le carreau à ne pas être pris en charge. Des urgences saturées parce qu'on n'a pas assez de lits pour les urgences, etc. Un personnel sous pression parce qu'il n'y a pas assez de personnel infirmier ou médical dans les hôpitaux. Bon, bref, vous connaissez la chanson. Mais on pourrait faire l'état vétuste des écoles et des établissements scolaires pour ce qui est du budget de l'éducation nationale. Bref, vous m'avez compris, mais on a tout intérêt à concrétiser à gauche les conséquences du budget, et le Louvre est un exemple. C'est pas le seul, c'est peut-être pas celui qui touche le plus concrètement la vie des gens, on est bien d'accord, par rapport à la santé ou à l'éducation, il n'y a pas photo, mais n'empêche, ça reste une illustration de ce que ça donne que l'austérité libérale, et donc il y a intérêt à s'en saisir.